À la rentrée 1986, un homme de 33 ans, sans expérience dans l'audiovisuel, se fait recruter par une célèbre radio, en étant loin de savoir qu'il venait de débuter sa carrière de rêve. Et pourtant, c'était pas gagné. Europe 1, la célèbre radio, lui donne une chance en voyant son effectif différents articles dans des journaux tels que Le Figaro, Historia, Nice Magazine. Mais difficile de faire confiance à quelqu'un qui vient de se reconvertir dans le métier, on lui propose un statut de pigiste, un journaliste débutant payé au reportage. C'est la naissance d'une vocation qu'il ne soupçonnait même pas. Après des années à errer professionnellement, à rejeter toutes les voies que ses études d'origine lui proposent, il commence son parcours pour devenir celui qui est aujourd'hui l'animateur sportif francophone le plus emblématique. Cette personne, c'est Nelson Montfort. Et c'est un peu ému que je fais cette vidéo, car aujourd'hui, c'est la fin d'une ère. Nelson Montfort part à la retraite et nous laisse avec des années d'émotions de sport derrière lui. Il a suivi plusieurs décennies de moments sportifs historiques. Il a interviewé 2 générations de nageurs père et fils au JO et il suit la natation depuis plus longtemps que ma propre existence. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter pourquoi Nelson Montfort a tout le respect à travers les âges de générations de sportifs et de spectateurs en France et à l'international. Je vais peut-être vous étonner, mais malgré ce qu'on pourrait croire, Nelson Montfort n'a pas toujours été vieux. Né le 12 mars 1953 à Boulogne-Billancourt, d'un père américain et d'une mère néerlandaise, Nelson est un enfant unique qui se passionne très rapidement pour le sport. À 14 ans, il découvre les Jeux Olympiques de Mexico, dans un contexte où les Noirs américains sont dans une position de vulnérabilité. C'est là que sa forte valeur de tolérance s'enracine. Et des exploits extraordinaires de ces athlètes noirs américains qui me faisaient complètement rêver. Intéressé par les relations internationales et les langues, il débute ses études à Sciences Po Paris et part faire un stage dans la finance aux États-Unis. Sauf qu'il se rend compte en sortant de la faculté que rien de ce qui lui a été proposé ne lui plaît. Dans une période de flou pour lui, il se lance dans le journalisme et écrit pour différents journaux dans le sport. Et j'ai beau chercher, je suis un peu déçu, je ne trouve pas ses premiers articles sur internet. J'ai beau regarder beaucoup d'interviews, lire beaucoup de biographies de Nelson, je ne trouve rien de concret sur sa vie entre ses 23 et 33 ans. De son obtention de diplôme en 1976 à ses débuts chez Europe 1 en 1986. 10 ans séparent ces 2 dates. On apprend qu'il fait des articles sportifs, mais on ne peut pas mettre la main dessus, et surtout, il ne part que très rarement de sa pratique personnelle du sport. Qu'est-ce qui a bien pu l'amener vers cette spécialisation, hormis son attrait en tant que spectateur? Au moment où je me fais cette réflexion, je tombe sur 7 articles. Alors je vous préviens, c'est à prendre avec des pincettes, c'est le seul article qui parle de la vie de Nelson dans les années 70. Mais d'après France Télévisions, Nelson Montfort aurait une identité cachée d'ancien champion de France de patinage artistique. Il aurait obtenu le titre en 1975 lors des 34e championnats de France de patin. Sauf que quand je vais sur la page Wikipédia du championnat en question, aucune trace de Nelson sur le podium. Je deviens fou ou quoi? Mais attendez un instant. Qu'est-ce que c'est que ce guet-apens? Ouais, je me suis bien fait avoir, c'était un poisson d'avril, bien joué France Télé. Un peu moins joyeux, pendant cette période, avant ses 27 ans, il perd ses 2 parents, un deuil qui vivra seul, sans frère ni sœur. Tout au long de sa carrière, l'absence de leur regard et de leurs encouragements aurait pu être un frein pour lui, mais il savait quelque part qu'ils étaient là et qu'il serait fier. Ce qui lui a donné sa persévérance et qui a fait qu'il a frappé aux portes. Je ne connaissais personne. Et d'ailleurs, je ne connais toujours pas grand monde. J'ai vraiment, sans connaître qui que ce soit dans ce métier, j'ai commencé à frapper aux portes. Il dit avoir pris son bâton de pèlerin, la voie qui lui permettra de trouver le Graal et d'être heureux. Sa carrière prend un tournant grâce à l'interview de Martina Navratilova en 1987, la 2e joueuse la plus titrée de l'histoire du tennis féminin. Ce qui le sort du lot, c'est simple. Ses blagues, ses gaffes et sa capacité à changer de langue. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Vous vous souvenez de ce petit garçon fan des Jeux Olympiques de Mexico en 1968 qui se levait la nuit pour voir ses athlètes favoris? Eh bien en 1992, c'est lui qui prend le micro pour interroger les meilleurs athlètes du monde et c'est avec Carl Lewis qu'il a commencé. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais, de réussir ce saut à 8,50 m pour obtenir cette 4e médaille d'or est quelque chose que je n'oublierai jamais. Nelson Montfort entre donc à sa manière dans l'histoire du sport. Mais plus que ça, c'est le commentateur sportif chouchou des Français. Il a un capital sympathie énorme et collectionne les moments cultes lors des émissions. Excusez-moi, monsieur. Nous avons sur le cours numéro 7 où John Isner malmène sérieusement le français Ben Chetry. Comment vous sentez? Je me sens bien. On ne va pas faire trop long et on vous souhaite tout le courage, bien sûr. Et puis j'aimerais également remercier Luigi, me semble-t-il avoir compris, car sans lui je ne serais pas un joueur de tennis. C'est Michael qui donne rendez-vous, bien entendu, à l'année prochaine. On le reconnaît grâce à son accent un peu parlé du nez et à sa capacité à glisser des mots en anglais dans des phrases en français, ce qui lui vaut la place de l'homme le plus imité de France. Mais il a aussi sa petite réputation à l'international, ici une imitation de lui en Belgique. Oh, mon cher André Agassi, je vois que vous êtes venu avec votre épouse Steffi Graf qui est là. Steffi Graf. Guten Abend.
Il a même sa marionnette au Guignol de l'info. Si ça, c'est pas un signe que t'as réussi ta vie, je sais pas. Ses maladresses et son humour lui valent même un surnom affectueux, mais le son moins fort. Alors là, je vous ai un peu fait la caricature de Nelson, mais il n'est pas que ses bourdes et son air beau garçon, car Nelson, c'est surtout et aussi un animateur et un commentateur de talent. Les marronniers de la porte d'Auteuil sont en fleurs et je vous accueille ici, juste à l'entrée du studio d'interview, où nous espérons recevoir toutes les stars. Nelson a une spécialité impressionnante qui fait sa marque de fabrique, et il le dit lui-même, il est polyglotte. Well, my dear Darius, I'm very happy to be here. Je suis très heureux d'être ici. Rafael, bienvenido en Roland Garros, porque es la primera vez que juegas aquí. Il parle 5 langues différentes, français, espagnol, allemand, italien et anglais. Et comme ça me fascine, j'ai envie d'étudier son cerveau. Enfin, pas directement son cerveau, le cerveau des personnes polyglottes, mais on va prendre Nelson comme exemple. D'abord, mettons Nelson dans cette machine. Elle va permettre de visualiser l'intérieur du corps humain. Ça s'appelle une IRM, imagerie par résonance magnétique. Ne vous inquiétez pas, comme l'échographie, c'est indolore et sans danger. Grâce à cette technique, pas besoin de bistouri pour ouvrir le corps, on peut directement voir à l'intérieur. Mais comment peut-on voir dans un corps sans l'ouvrir ? Un corps est constitué d'atomes, dont notamment et en très grande partie de l'hydrogène. Et quand l'hydrogène est soumis au champ magnétique des aimants de la machine, il vibre. D'autre part, la machine, l'IRM, émet des ondes radio comme un projecteur de lumière invisible. Ces atomes d'hydrogène, en vibrant, vont renvoyer ces ondes radio comme un objet éclairé qui renverrait de la lumière. Et le fait que l'atome résonne permet de renvoyer une onde légèrement modifiée et de localiser l'ensemble des atomes présents dans le corps. Et ces ondes reçues sont converties en pixels. Voici ce qu'on obtient. Des images en 2 dimensions de tranches de cerveau, comme un beau jambon. On va ensuite compiler ces images pour avoir une représentation détaillée du cerveau et on obtient un modèle 3D. Tada! Un beau bébé, ou plutôt un bel organe d'environ 1,3 kg. Sa structure est complexe avec une surface ridée et plissée, c'est ce qu'on appelle la circonvolution cérébrale. Il est divisé en 2 hémisphères, droite et gauche. Si on touche le cerveau, il est mou et gélatineux. Donc on a tout intérêt à le garder bien protégé dans notre boîte crânienne et plongé dans un petit bain d'eau, de sucre et d'ion, appelé le liquide cérébrospinal, comme dans SNK. Attendez, rendez-vous compte, cette discipline sert à comprendre notre cerveau. Ça veut dire que notre cerveau s'étudie lui-même quand on fait ça ? Les chercheurs en neurosciences ont identifié différentes zones du cerveau. Chacune de ces zones traîne des informations spécifiques. Le raisonnement, la douleur, les sens, la mémoire, etc. Et revenons à Nelson qui attend là depuis un moment dans l'IRM. En l'occurrence, oui, il a fallu quand même attendre un peu. La partie du cerveau qui nous intéresse là, c'est celle impliquée dans le langage. Que se passe-t-il lorsque Nelson parle ? Eh bien, avant de parler, il faut d'abord réfléchir. C'est une remarque que je fais parfois à mes élèves. Formuler ce que l'on veut dire dans notre tête. Pour cela, on a donc besoin de plusieurs régions du cerveau. Elles vont travailler ensemble grâce au réseau de neurones qui s'activent entre eux. Tout d'abord, une petite aire située dans le lobe frontal et une autre dans le lobe temporal, qui sont essentielles pour la compréhension du langage et de la production de la parole. Ensuite, la zone du cerveau qui contrôle les muscles de la bouche et de la langue, comme je fais actuellement. Aussi, la zone du cerveau qui permet de traiter le son de sa propre voix et celle de la personne qui nous parle. Enfin, la zone de la mémoire. Il y a du vocabulaire à aller chercher et éventuellement des souvenirs pour faire des phrases. C'est toute une machinerie qui tourne en fond en ce moment même lorsque je vous parle. Je pense que ça se voit, mais je suis concentré. Et pourtant, ça paraît simple et automatique, surtout lorsqu'on parle sa langue natale. Y ahora voy a seguir en español. ¿Qué se pasa en el cerebro cuando escuchamos o hablamos otro idioma? Ce qu'on vient de faire avec Nelson, c'est un véritable marathon cérébral. Le cerveau augmente son activité comme un vrai athlète olympique. Dans une autre langue, ce sont les mêmes zones qui sont sollicitées, mais le processus est moins automatique et bien plus exigeant. Et c'est ça la spécialité sportive de Nelson. C'est un athlète dans les langues. Y ahora voy a hacer una broma. ¿Cuál es la fruta más paciente? Espera. Ok. En parlant espagnol, de nouvelles zones de mon cerveau se sont activées car je ne suis pas bilingue de base. Sans blague. J'ai dû impliquer des zones de la concentration et de la prise de décision. Et oui, quand on parle une langue étrangère, ça nous demande clairement plus d'efforts que pour notre langue maternelle. On fait appel à des connaissances et du vocabulaire parfois encore en cours d'acquisition. Comme parayo. Mais notre cerveau fait quelque chose d'encore plus fascinant pour parler différentes langues, il crée des réseaux linguistiques. C'est comme si le cerveau formait des routes différentes pour chaque langue. Lorsqu'on pratique ça LV1 ou LV2, de nouvelles connexions neuronales sont créées et cela augmente les interactions entre les neurones et leur efficacité. En gros, le cerveau se réorganise pour optimiser notre utilisation des langues, c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Alors si vous parlez au moins 2 langues comme Nelson, c'est un phénomène qui a déjà lieu dans votre cerveau sans que vous le sachiez. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir une personnalité différente en fonction de la langue que vous parlez? Eh bien les chercheurs pensent que c'est lié à ces fameux réseaux linguistiques. Regardez Nelson par exemple, il est capable de prendre différents chemins de cerveau qui l'amènent à différents langages. Et de ce fait, il peut avoir autant de façons de raisonner propres à chaque langue.
Imagine si tu as un problème en français et que tu tournes en rond pour trouver la solution. Peut-être qu'y penser en japonais te permettra de te débloquer. Tout le monde parle japonais. Nani ? Autre exemple, tes connexions neuronales peuvent te faire des blagues plus facilement en anglais que dans d'autres langues. Et donc ton toi anglophone est ta personnalité la plus drôle. Le truc des différentes personnalités en fonction des langages, c'est pas validé par l'ensemble des chercheurs, mais une chose est sûre, les polyglottes sont des athlètes de haut niveau. En tout cas, il est prouvé que la gymnastique du cerveau des personnes polyglottes entraîne une amélioration de la mémoire, de la concentration, une capacité accrue d'organisation et un ralentissement du vieillissement cérébral. De quoi avoir envie d'aller visiter nos amis espagnols ou anglais. Quand est-ce que vous y allez ? Le talent de Nelson Montfort ne s'arrête pas qu'aux commentaires sportifs dans 5 langues différentes. On l'a également vu en 2009, animateur d'Interville, la célèbre émission à la vachette, et ce qui caractérise Nelson Montfort, c'est son empathie et son envie de partager de la joie et de l'amour. Il est très sensible à la musique et vit ses émotions à travers elle. La musique me rend gai quand je suis triste ou me rend parfois triste quand je suis gai, mais de façon très choisie, et la musique classique accompagne ma vie. Et puis la belle chanson de variété, qu'elle soit française ou anglo-saxonne, accompagne également ma vie. Il a sa propre émission, Les Mélodies de Nelson, sur Radio Classique jusqu'en 2009. En 2017-2018, il monte une petite troupe en hommage à Georges Brassens, les Copains d'abord Music Tour, où il est le grand maître de cérémonie. Ce qu'on aime aussi chez Nelson Montfort, c'est qu'il ose dire ce qu'il pense. Il a pris la parole sur les sports qui, selon lui, ont moins leur place aux Jeux Olympiques. Certains sports auraient assez de visibilité le reste de l'année, il faudrait laisser la place à d'autres athlètes, d'autres sports qui n'ont pas le même rayonnement médiatique. Au début de l'événement, il s'inquiétait de l'organisation des JO de Paris 2024. Je suis pas sûr que l'image des JO soit très bonne. À Londres, ville très grande, Londres, hein, les ponts n'étaient pas fermés, il n'y avait pas histoire de QR code pour rentrer chez soi. Ceux qui allaient aux JO y allaient, ceux qui n'y allaient pas n'y allaient pas. Tout ça se passait très très bien. Il n'y avait pas d'embouteillage monstrueux comme ceux qu'on connaît aujourd'hui. Parce que Nelson, c'est ça. Il incarne l'empathie. Il pense au plus grand nombre. Il le dit lui-même. Il a beau irriter certains spectateurs pendant que d'autres l'adorent. Pour lui, ce qui est important, c'est de ne pas freiner l'enthousiasme. Je reçois des lettres anonymes, évidemment, pour me dire que je fais l'apologie des Noirs, etc. Ouais. Ça, c'est le pire. Le meilleur, c'est justement d'avoir un Usain Bolt à côté de moi, qui arrive en dansant son reggae, etc. À 71 ans, à l'issue des Jeux paralympiques, il prendra sa retraite. C'est une page qui se tourne, mais ça ne veut pas dire qu'on ne le verra plus. En effet, Nelson, tel qu'il est, adorerait couvrir d'autres événements. Non pas en tant que salarié, mais peut-être en freelance, comme au début de sa carrière. J'ai effectivement en ligne de mire, on va dire, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Je pense qu'après, ça sera peut-être une jolie manière de tirer une première révérence, mais pas une révérence définitive. J'ai effectivement quelques touches, dont une ou deux sont assez sérieuses, qui sont venues me voir. D'accord. J'en pense donc qu'on verra à nouveau notre présentateur chouchou à la télévision française. Mais je vous avoue que voir ses adieux à Roland-Garros après la finale Alcaraz-Zverev, ça m'a un peu mis la larme à l'œil. Là, les mots me manquent. Vous me touchez beaucoup. Enfin voilà, vous me touchez beaucoup. Si j'ai une minute, je ferai plus court qu'avec Song, rassurez-vous. Je crois qu'effectivement ce tournoi, et vous en êtes tous ici l'incarnation, c'est aussi la gaieté, on en parlait avec Patrick à l'instant, la gaieté, la joie de vivre, le fait d'être heureux et donc de transmettre ce bonheur. Et si vous me permettez, je sais que vous êtes amateur d'histoire, il y a une phrase du général MacArthur à laquelle je pense souvent, la jeunesse n'est pas une question d'âge, la jeunesse est un état d'esprit. Et voilà, j'ai complètement ça en moi. C'est vrai qu'il y a une certaine nostalgie aujourd'hui, mais peut-être il y a une page qui se ferme, et il y en a plein d'autres qui vont s'ouvrir, je le pense, et peut-être même certaines ensemble. Ce qu'il faut retenir de ce grand homme, c'est ça, l'évasion et la gaieté qu'il essayait de nous transmettre à chacune de ses interventions. Il le disait lui-même. Ce que j'ai essayé de faire tout au long de mon itinéraire professionnel, c'est de donner un petit peu de joie de vivre aux gens. C'est-à-dire que je pense profondément vraiment que les téléspectateurs qui suivent le sport à la télévision ont avant tout besoin de ça.